Bah, ça a l'air pas mal. Ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Aymeric, ça marche? Ça fonctionne. Ça fonctionne, tu colles le micro à ton menton. Ouais, ouais. Bonjour, bienvenue et bienvenue à l'ensemble de ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont pour ce débat. Alors on va avoir d'ailleurs un troisième participant qui nous rejoindra une fois qu'il aura triomphé des embouteillages parisiens, ce qui est notre lot à tous. Vincent Jonot, vice-président de Siemens pour la France. Aymeric Renaud, bonjour Aymeric, directeur de l'activité Industrial Automation et End Users, c'est ça? De Schneider Electric. Donc, demain, les technologies disruptent. Petit préambule avant de rentrer, parce que évidemment, on est toujours au cœur des réflexions autour des Golden Tech et toujours au cœur des réflexions autour des compétences. Et on va très très largement en parler. C'est sans doute le sujet, peut-être même le plus important aujourd'hui. D'abord, il faudrait peut-être faire un petit état des lieux. D'autant que la période s'y prête, l'industrie au cœur des discours, les moyens financiers et techniques qui sont en place et les chocs que nous encaissons qui font peut-être réfléchir les donneurs d'ordre. Donc je vais commencer avec toi, Vincent. État des lieux, c'est-à-dire on est dans l'idée générale d'un parc industriel, donc on n'y est pas encore, en gros, aux technologies disruptes en France, et néanmoins d'une prise de conscience, d'une accélération. Enfin, comment est-ce que tu peux me faire un peu un état des lieux général de la situation? Avec en plus la casquette Jimelec que tu as aussi, hein, bien sûr. Oui, présidence de la partie industrie, et effectivement, ça fait plaisir, on va dire. Et je crois que c'est la première fois que je dis ça. Qu'est-ce qui fait plaisir? Vas-y. De voir déjà un salon comme Global Industry avec du monde. On se projette 10 ans en arrière, c'est pas loin. 10-15 ans, l'industrie en France, c'était 18% du PIB. 10 ans après, on est à 12% du PIB. En dessous de 10%, globalement, c'est comme la Grèce, quoi. Ouais. Donc c'est un peu embêtant. Et si on ne fait rien, on peut facilement descendre à zéro. Et effectivement, il y a 10 ans, on a essayé de se dire, on peut toujours critiquer, se plaindre du gouvernement, des pouvoirs publics, des industriels. Mais je pense qu'on peut aussi se remonter les manches et puis essayer de faire des propositions. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors effectivement, il y a eu un gros travail de fait par les associations qui se sont regroupées pour former l'AIF, l'Alliance pour l'industrie du futur, France Industrie, par le gouvernement, par les régions. Et il y a eu un certain nombre d'actions. Première action, c'est un salon industrie. Ça n'existait pas il y a 15 ans, ça avait totalement disparu en France. Là, au moins, on a un salon qui regroupe toutes les technologies. Deuxième chose, effectivement, une entité qui permet aux régions, aux pouvoirs publics, aux ministères, d'expliquer ce qu'est l'industrie française, le rôle que ça représente. Je parle de 12%, 12% plus les services associés. Les services associés, ils sont hyper importants. Le total, c'est 25% du PIB français, l'industrie. On ne peut pas le laisser comme ça descendre. Donc, on a effectivement travaillé sur... on est persuadé d'une chose, c'est que la production en France et la baisse de production en France n'est pas une fatalité. On peut tout produire en France de manière rentable. Et ça, il y a plusieurs choses. D'abord, c'était les taxes de production. 70 milliards en France, 12 milliards en Allemagne. Clairement, si on fabrique un produit en France et qu'on le taxe alors qu'on a à peine commencé à le fabriquer, c'était un problème. Depuis 5 ans, les taxes de production, elles ont commencé à baisser. On est arrivé à environ 56 milliards. Il y a encore du boulot à faire, mais l'effort a été fait. Deuxième chose, on a constaté que les machines dans l'industrie avaient 20 ans d'âge. Avec des machines de 20 ans d'âge, c'est un peu compliqué. On se compare avec l'Allemagne, 9 ans en moyenne d'âge. Si on n'a pas des machines récentes, on a du mal à sortir des produits sophistiqués, à valeur ajoutée, et amener de la flexibilité. Troisième point, effectivement, derrière ce parc machine à rajeunir, il faut du cash. Il faut également de la digitalisation. Et la digitalisation, c'est l'élément de rupture. C'est ça qui est super. C'est-à-dire que d'une ligne de production classique, on peut faire de la personnalisation, on peut produire à moindre coût, et donc on peut produire localement. Et on est passé finalement de 2009, où on avait environ 50 milliards d'investissements dans l'industrie, à aujourd'hui 100 milliards d'investissements. On est passé de 400 suppressions de sites de production en 2009 à environ 200 créations de sites de production
des greenfields entièrement digitaux. Et on va jusqu'à relocaliser de la production de chaussures de sport, de la production de batteries. Et puis effectivement, dans le food, toute la production à base d'insectes qui sont aussi des nouvelles productions. Et ça, on arrive vraiment, grâce au digital, à être performant, à être flexible, à diminuer le bilan de CO2 et à être rentable. Donc on peut gagner de l'argent, mais ça passe par la digitalisation. Et effectivement, la digitalisation, est-ce qu'on est bon ou mauvais? On est bon chez les grands industriels. Sur les industriels de taille moyenne, notre taux de digitalisation est d'environ 15%. On est passé de 10 à 15%. Ça vaut l'Allemagne. Donc, Vincent, on peut s'améliorer. Tu es en train de nous faire toute la table ronde, là, en 10 minutes. Non, mais on cherche un ministre de l'Industrie, peut-être, je sais pas. Discours de ministre, là, mon gars. Non, franchement, grand discours de ministre. Tout va si bien que ça, donc. Hein, tout va si bien que ça. Eh ben, écoute, non. Quelle a été... Attends, moi, j'ai une question, là. Alors, Aymeric n'était pas né, donc... quel a été le déclic de... Moi, j'ai le rapport gallois en tête, hein, ce fameux rapport gallois, là, qui est... et sans doute, d'ailleurs, Louis Gallois en lui-même est une sorte de déclic national pour la relance industrielle. C'est là que ça s'est joué pour toi aussi. Donc ça doit être 2012, quelque chose comme ça. Hein, Le rapport gallois avait une vingtaine de mesures phares qui étaient concrètes, précises. Et surtout, il insistait sur la production, justement. Voilà. Et sur la capacité à produire. Hein. Derrière, il y a aussi le changement de consommation. On souhaite une consommation avec un bilan de CO2 correct. On souhaite de la personnalisation. Aujourd'hui, les coûts de containers, ça a doublé, triplé. Sur les lignes de production, aujourd'hui, en 4.0, on est capable, je parlais des chaussures de sport, de faire une paire de chaussures différentes l'une après l'autre. On peut vraiment faire de la personnalisation, donc de la continuité numérique. On va sur la boutique ou sur le site web, on customise sa chaussure, on la commande, on la met dans la ligne de production, on la sort. Et ça, dans un délai hyper rapide. Alors la continuité numérique, ce sera la table ronde d'après. Donc ça veut dire, et évidemment je vais te demander ton sentiment, Aymeric, la masse de choc qu'on encaisse, que les industriels encaissent depuis 2 ans, pour toi, c'est une prise de conscience pour accélérer la modernisation et pour aller justement vers les technologies disruptes? La baisse des taxes de production a fait un bien fou. Tu crois que c'est plus important que l'éclatement complet des chaînes logistiques depuis 2 ans, par exemple? C'est un ensemble. Et c'est en fait l'ensemble de tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une prise de conscience. Accessoirement, le Covid a aussi fait du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'industriel, on a eu le temps de repenser sa production, on a eu le temps de se tourner vers les nouvelles technologies et de se dire on peut les mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et puis nous, en tant que fournisseurs, que ce soit Schneider, que ce soit Siemens, on a aussi adapté nos outils. Aymeric, prise de conscience, est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement, pourquoi, hein, donne-nous des explications si tu le sens, qui est favorable aujourd'hui à ces nouvelles technologies, avant qu'on rentre dans le détail justement de ce que sont ces technologies disruptes? Alors, je pense déjà, quand on regarde le marché, on parlait du Covid ou des différentes ruptures qu'on a pu avoir, ça a été un choc majeur pour beaucoup d'industriels qui ont perdu en partie le pilotage de leur site, puisqu'ils ont été contraints par mesures sanitaires de se rendre à leur domicile. Et on a vu finalement un recours au digital qui a été fait par nature, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix pour pouvoir effectivement avancer et maintenir son appareil de production. Et je pense que ça a été un réel catalyseur. Donc ça, c'est un premier point. On a été un peu forcé d'adopter la technologie. Mais il y a également aussi une technologie qui était prête. Et ça, c'est super important, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cas d'usage qui ont su se développer. On a parlé de personnalisation, il y a toutes les notions de traçabilité, il y a la partie également monitoring des énergies qui est extrêmement importante, qui sont aujourd'hui des solutions qui sont matures, hein, qu'on peut mettre à disposition des industriels. Et évidemment, pour les mois les plus récents, des véhicules de financement portés par l'État. On parle de France Relance, on parle de France 2030, qui sont de véritables accélérateurs pour la mise en œuvre de ces solutions. Donc si on fait un peu une synthèse, il y a un environnement qui est effectivement favorable, des technologies. Après, il y a toujours effectivement, on va dire, l'évolution d'une filière avec des freins sur les compétences, des besoins d'accompagnement. Et là, évidemment, il y a un gros travail à mener pour pouvoir amener cette maturité
et le passage à l'échelle, qui est quand même le grand enjeu des industriels. On va y aller. On peut parler au sein de Siemens ou Schneider. On est des grandes entreprises, on a beaucoup de sites et le passage à l'échelle est le challenge. On va y aller, mais juste un point pour rester sur cet état des lieux. Tu parlais de ces chaussures de sport. Moi, j'entends beaucoup, parce que c'est une question importante, ça. J'entends beaucoup dire relocaliser, ça veut rien dire. Ramener en France des choses qui maintenant sont en Chine ou au Vietnam, ça n'a en fait pas grand sens. Et ces technologies disruptes, c'est bien pour l'industrie de demain, les objets de demain, les produits de demain, les services industriels de demain. Comment est-ce que tu vois ça? Il faut s'adapter toujours aux besoins, besoins des consommateurs, besoins des marques. Produire de manière plus propre, produire de manière plus personnalisée. Et ça, effectivement, on parlait des chaussures de sport. On produit, c'était aberrant, on produisait des tissus intelligents en France, en Ardèche. On les envoyait en Chine, on fabriquait des chaussures de sport avec ces tissus, mais par millions. Et on envoyait ça par container en France ou en Europe, et on se retrouvait avec un bilan carbone détestable, pas de personnalisation. Et bien finalement, ce nouveau besoin des marques, des consommateurs, fait qu'on peut avoir des usines agiles, flexibles, rapides, rentables, grâce au digital et à proximité du consommateur. Donc tu crois qu'il peut y avoir de la relocalisation, au sens où on parle de relocalisation et pas... Non, parce que tu comprends, il y a une différence entre relocalisation et développement de nouvelles activités. Moi, en fait, il y a deux choses. Il y a la localisation, typiquement, c'est sur chaussures de sport. Finalement, on ne fait pas ce que font les Chinois, tu as tout à fait raison. On fait de la personnalisation, on fait quelque chose de plus adapté aux besoins du consommateur. Mais des greenfields, c'est ce que je disais, cette année, il y en a eu 200. Mais il y a 25 000 sites de production en France. Ces 25 000 sites de production, ils ont des machines qui ont 20 ans d'âge, enfin 17 ans d'âge maintenant. Ça s'est un peu amélioré. Ces sites de production, aujourd'hui, ils sont en concurrence avec la Terre entière. Et ces sites de production, effectivement, il faut les aider à se moderniser. Et là, effectivement, il faut qu'on arrive, non pas à relocaliser, mais à garder la production qu'on a en France et à la développer. Donc, en fait, c'est comment produire en France plus, mieux et de manière plus éthique. Il y a quand même sur la relocalisation un point extrêmement important. Vas-y. Parce que ce point-là, pour y répondre, il y a quand même la notion de greenfield, comme tu le disais Vincent, et la partie nouvelle filière. On parle de l'hydrogène, on parle des batteries. Je dois être sûr que greenfield, c'est clair pour tout le monde. Nouveau site, c'est ce qui est neuf. Voilà, c'est ça. Site neuf. Par opposition à brownfield, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure, qui est la modernisation de l'existant. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, dans certaines filières, il y a une volonté de relocaliser. Donc tout ce qui est production de batteries, production d'électrolyseurs, là aussi, il y a énormément de projets qui naissent en Europe et particulièrement en France. Et je pense que là, on peut parler de relocalisation. Il y a une vraie volonté de l'État d'avoir cet appareil de production au niveau du territoire français. Et il y a des investissements massifs qui sont menés. Alors, il y a des logos qu'on connaît tous dans le milieu des batteries, ACC, Verkor, Envision. Donc, il y a plusieurs acteurs du secteur qui sont en train d'investir sur le territoire français et une filière qui est en train de se créer. Donc, effectivement, c'est de la relocalisation sur le sol français également. Philippe, venez. Prends le micro. Voilà, parfait. Désolé. Nous sommes tous soumis aux mêmes aléas. Bon, on était en train de dire du bien de... Enfin, le futur ministre de l'Industrie, Vincent Genot, était en train de dire du bien de ce qui se passe en ce moment, avant de rentrer dans le dur de ces technologies disruptives, de ce qui se passe en ce moment en termes de climat industriel. Est-ce que, donc, je te présente bien sûr, Philippe Bartissol, patron en fait de la division industrielle de Dassault Systèmes, c'est ça, Philippe? Des équipements industriels. Des équipements industriels, voilà. Colle bien le micro au menton. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois toi aussi ce même dynamisme et cette forme de reconquête, puisque c'est un peu ça dont nous parlaient Vincent et Aymeric, cette forme de reconquête autour de l'industrie en France? Oui, absolument. On voit toutes les chaînes logistiques sont en pleine reconfiguration. Mais de façon fondamentale. Ce n'est pas une petite transformation, c'est vraiment... Et donc, des paradigmes qu'on pensait un peu éternels. Bon, il y a quand même eu des délocalisations depuis 30 années. Sont revus et on commence à voir des choses. Mais
la condition pour les relocalisations ou pour que les usines restent en France, c'est Bien le micro contre le menton. C'est une automation encore renforcée. Ça, on va en parler, absolument. Je pense qu'on est un peu en retard. Alors, si on prend par exemple les Coréens ou les Japonais, on est très, très, très en retard. Mais même par rapport à l'Allemagne, on est en retard, ou par rapport à la Chine. Mais, ça, on le sait qu'on est en retard, tu sais. Enfin, je veux dire, malheureusement, je crois que la question, c'est est-ce qu'on est en train de rattraper un petit peu de ce retard? Est-ce que tu sens, toi, qu'il se passe quelque chose? Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a déjà eu... Alors, il y a plusieurs choses du point de vue des pouvoirs publics. Il y a cette fameuse question, vous en avez parlé peut-être juste avant, un tout petit peu, la fameuse question des impôts de production. Bon, on a des impôts de production qui sont... je crois, 3 à 4 fois plus lourd. Il a donné les chiffres, le ministre a donné les chiffres. Enfin, faut faire attention parce que 5 minutes avant l'énoncé du gouvernement, c'est encore, ça peut changer encore. Hein. Et puis, il y avait aussi, on a eu il y a quelques années un suramortissement qui pourrait être aussi très, très bénéfique. Alors là, le suramortissement, les directeurs financiers, ils comprennent tout de suite. Hein. Donc là, les impôts de production, il y a peut-être un décalage, mais le suramortissement, c'est immédiat. Et puis, on voit aussi des startups françaises, donc Sherpa, par exemple, dans la robotique, Sherpa, Exotech, qui sont assez innovantes dans le domaine de ce qu'on appelle les AMRs, les Autonomous Mobile Robots, puisque à l'intérieur d'une chaîne de production, vous avez de la logistique ou de l'intralogistique. Et l'intralogistique, elle était jusqu'à présent assurée souvent par convoyage ou par transport humain. Or, ce qu'on cherche maintenant, ce n'est plus un output supérieur de la chaîne, mais on cherche une chaîne qui soit versatile. Et pour ça, les robots mobiles autonomes sont beaucoup plus adaptés que les transports habituels. Et ça, c'est vrai pour les chaînes de production, c'est vrai aussi pour les centres logistiques purs. Philippe, pour en revenir, juste un mot quand même, parce que cette histoire d'impôt de production, moi, j'ai toujours pensé que les industriels se cachaient un peu derrière. Non, sérieusement. Est-ce qu'il n'y a pas... Tiens, Aymeric, désolé, tu parlais de difficultés à passer à l'échelle. C'est pas à cause des impôts de production s'il y a des difficultés à passer à l'échelle. Alors, ça joue parce qu'il y a quand même le nerf de la guerre qui est le financement et il faut trouver du cash. Maintenant, quand on a des véhicules de financement comme l'a proposé l'État, effectivement, je pense que les industriels sont confrontés à des challenges de ce qu'on appelle de scalabilité, de passage à l'échelle de ce type de déploiement. Donc ça amène effectivement des enjeux dès lors que le cash est sécurisé de compétences, de cas d'usage. Il faut démystifier l'industrie 4.0. Il y a des cas d'usage qui sont soit survendus, soit mal testés, mais en tout cas on a besoin de faits tangibles. Et aujourd'hui, dans les expérimentations, je pense que les industriels ont besoin de voir le bénéfice que ça apporte dans la production. Et là, il y a des cas d'usage aujourd'hui qui sont réels, qui sont démontrés, qui ont été industrialisés. Et savoir au sein des entreprises, de la gouvernance, de pouvoir les déployer de façon méthodique et systématique. Et pour ça, c'est effectivement un challenge d'entreprise. Donc là, il y a effectivement un point à prendre en compte. On l'a vu chez beaucoup d'industriels qu'on a pu accompagner ou même au sein de notre supply chain, il y a un facteur humain lié à la compétence, à la mobilisation des troupes pour effectivement passer du temps sur le déploiement de ce type de solution et sur des parcs très hétérogènes, puisqu'on est sur des parcs existants, il faut des technologies non intrusives. Quand on fait un greenfield, donc un nouveau site, on a la chance de pouvoir choisir l'intégralité des technologies. Sur des sites existants, on doit s'adapter et il y a une prise en compte de l'existant qui est extrêmement importante et qui peut constituer un frein et qui demande de l'accompagnement. Tout à fait. Vincent, des industriels qui ont parfois été frileux, hésitants, et on peut le comprendre d'ailleurs, parce que le climat n'était pas du tout porteur. Donc on peut tout à fait comprendre que les gars disent non, je ne vais pas investir, alors que je ne sais pas si j'aurai les moyens de continuer mon activité dans 2 ou 5 ans. Il y a une part de responsabilité là-dessus, non ? Franchement, ils ont du mérite. Ouais, non, mais je comprends. Ils ont vraiment du mérite d'avoir passé ces étapes. Philippe l'évoquait, l'outil de production, c'est majeur. Des machines qui ont 20 ans d'âge, des machines qui ont 17 ans d'âge, il faut les changer.
Nous, côté fournisseur, on s'aperçoit aussi que notre métier a changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on adressait un client tranquillement. Maintenant, on a besoin d'un écosystème. Un écosystème, Philippe parlait de start-up, on parle d'intégrateur 4.0, on parle de distributeur 4.0. On a besoin d'un écosystème pour leur ramener ces solutions. Puis, il y a un moment donné où, effectivement, l'aspect taxe de production baisse, l'offre technologique est bien. Des moments comme le Covid qui permettent effectivement de repenser les choses. Et c'est plutôt pas mal. Après, il y a un vrai point. On parlait de ces nouvelles usines de batteries, on parle de ces unités de sneakers ou autres qui se créent, ces greenfield. On s'aperçoit quand même un gros morceau de l'investissement, ça reste les machines. Et donc, ce qu'on essaie de voir au Gimelec, à l'AIF, sur France Industrie, c'est de dire, attention, les machines, en Allemagne, c'est la première filière allemande qui représente 135 milliards de valeur ajoutée. Avec les usines, parce que c'est un fabricant de machines à ces usines. Aujourd'hui, effectivement, si on aide un industriel à se moderniser, on lui met de la data, il monte en productivité, il évalue un peu mieux l'état de ses machines qui ont 17 ans, 20 ans d'âge, grâce à des KPI objectifs. Il amène un peu plus de maintenance prédictive, ok. Et puis il va changer ses machines. Mais il faut trouver une offre française. Et en France, les machines, c'est pas mort. On a 4000 constructeurs de machines et cette filière machine, il faut vraiment l'aider à se développer. Elle est majeure pour répondre aux besoins des industriels, d'une part, et après pour se développer à l'export. C'est un bon sujet, parce que c'est très intéressant. Toi, parce que dans ton discours, j'entends, faudrait peut-être freiner la modernisation parce que les mécaniciens français ne sont pas à la hauteur et parce que la machine-outil française n'est pas à la hauteur. C'est pas ce que j'ai dit. On va certainement pas freiner. Ah oui, je te parce rassure. que sinon je vais mes non, deux collègues en qui même disent. temps, j'en sais rien. Moi, je vous écoute. Là, il y a un problème. Non, je vous rassure, on dit pas ça. Hein. Oh, jamais on dira ça. Non, il ne faut pas freiner. Je dis simplement qu'on a une offre française qui a 36 milliards de valeur ajoutée au niveau des fabricants de machines, machines-outils, et une offre allemande. C'est à eux de se bouger pour se faire connaître. Mais je pense que c'est aussi facile de critiquer, mais il faut les aider aussi. Ils ont vécu quand même un sous-investissement en France. C'est vrai. Et derrière, effectivement, si on prend ces constructeurs, ils ont déjà le mérite d'avoir passé cette vingtaine d'années hyper difficiles, où finalement l'industriel ne changeait pas sa machine. Ouais. Et effectivement, là, sur un greenfield, quasiment la moitié de l'investissement, c'est les machines. Eh bien, elles sont toutes allemandes. Non, tu rigoles. Non. Et, franchement, non, elles sont allemandes, elles sont italiennes, elles sont suisses, elles sont chinoises, elles sont japonaises, elles sont américaines. Et elles sont un peu françaises. Mais dans les batteries, il y a combien de constructeurs de machines français? Il n'y en a pas. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Philippe? C'est la poule et l'œuf comme sujet un peu quand même. Non, mais c'est très intéressant. Mais à un moment donné, il faut une offre. Oui, mais c'est un mouvement global, quoi. C'est l'automatisation, c'est les softwares, mais un industriel, il achète aussi des machines, surtout dans sa ligne de prod. Tout à fait. Philippe? Moi, je pense que à l'avenir et déjà maintenant, un industriel, il va acheter des machines, il va aussi acheter le jumeau numérique des machines. Et aujourd'hui, les acheteurs, le vice-président achat d'une société ou celui qui va monter une méga factory, il ne pense pas encore, il achète du matériel, il ne pense pas encore à acheter le jumeau numérique de la ligne qu'il va mettre en place. Et ça, je pense qu'il va y avoir une transformation majeure à l'avenir parce que comme on cherche moins de l'output et plus de la flexibilité, eh bien, lorsque vous changez votre produit, que ce soit une gigafactory, que ce soit une chaîne pharmaceutique, que ce soit une chaîne dans le packaging, eh bien, il faut pouvoir prédire à quel moment je vais pouvoir reprendre ma production avec le nouveau produit. Et donc, il faut simuler. Sinon, vous pouvez développer tout le meilleur produit que vous voulez, vous ne pourrez pas avoir de date de reprise de fourniture au marché si vous n'avez pas une date de reprise de la production. Et pour ça, il faut qu'on arrive à avoir des jumeaux numériques complets de chaque ligne installée. Alors c'est difficile pour la base installée, pour les vieilles machines on aura du mal,
On va y arriver petit à petit, mais au moins pour les nouvelles machines. Et au début, ça sera peut-être 1% ou 2% Mais ça de veut la dire base quoi, Philippe, dans le cadre de notre débat? C'est-à-dire que tu penses que ça peut être déclencheur de prise de décision d'investissement? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que ça va permettre la flexibilité. Parce que c'est très bien d'installer quelque chose qui va marcher les 6 premières semaines ou les 6 premiers mois. Après, on change le produit ou on a quelque chose qui fluctue. Il faut être sûr de pouvoir passer le nouveau produit dans la chaîne de production. Sinon, il faut racheter une chaîne de production. Donc, dès le départ, il faut avoir des chaînes de production flexibles. Et pour moi, aujourd'hui, la flexibilité des chaînes de production vient avec le jumeau numérique et la simulation du jumeau numérique. Aymeric? Effectivement, enfin, je peux qu'abonder en ce sens. C'est des demandes aujourd'hui qui sont systématiques et notamment sur les nouveaux sites, c'est bien le mode de pensée que d'abord la partie jumeau numérique avant de penser. Et ça, c'est assez nouveau. Enfin, quand je dis c'est assez nouveau, on n'avait pas ce type de discussion il y a encore 10 ans avec certains acteurs qui nous sollicitaient peu sur ce point-là. On était sur une vitesse d'implémentation, on discutait de planning, on n'était pas encore cette notion de je modélise mon process et j'ai un grand besoin de flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, au travers de la personnalisation, de disruption en termes d'approvisionnement qui peuvent être amenés à repenser les modèles, la flexibilité est clé. Et elle va faire la compétitivité, elle va faire la performance de l'industrie. Et je pense que ce point est effectivement extrêmement bien intégré. Et aujourd'hui, c'est une étape obligatoire dans le cheminement d'un projet et qui va perdurer pendant la vie de l'usine pour pouvoir justement continuer de simuler et se projeter. Vincent, d'accord avec ce qui pourrait être un virage très très intéressant d'ailleurs. Hein, on est à fond. Dans ce qu'on est en train de décrire. Absolument. Et là-dessus, c'est super intéressant, même sur les sites de production. Tu le disais, Philippe, on va le faire par étapes. Aujourd'hui, sur un site de production, on met déjà de la donnée. On gère mieux la productivité du site, la rentabilité, on baisse un peu les taxes de production, on change une machine avec son jumeau numérique, une deuxième, une troisième. On se retrouve avec une ligne de production avec son jumeau numérique, avec son hypervision de données. Et on se retrouve dans les 5 à 10 ans avec une usine 4.0, flexible, moderne, qui correspond aux besoins actuels. Derrière, ce qui est super intéressant, c'est que là, dans la modernisation de l'industrie française, on va créer finalement une vraie demande, et il faut qu'on crée cette demande auprès des constructeurs de machines français et nourrir les constructeurs de machines français par la demande des industriels français. Et après, la deuxième étape, c'est d'aider ces industriels constructeurs de machines à aller à l'export. Et donc ça, c'est toute la proposition qu'on fait via l'AIF, via le GIMELEX, c'est comment, et bien sûr avec Dassault Systèmes, sur l'AIF, comment créer, via la filière SIF, une dynamique au niveau des constructeurs de machines. Et tu parlais des Allemands, on les connaît bien. Je vais dire un peu de mal des Allemands, j'espère que ce n'est pas trop enregistré, mais en termes de digitalisation sur leurs machines, ils ne sont pas forcément mieux que nous. C'est-à-dire que si on est capable de basculer des machines 3.0 en 4.0 très vite, on peut répondre aux besoins du marché français. Et derrière, et c'est ce qu'on propose au gouvernement, au futur du gouvernement, c'est comment après créer une gamme de machines chez ces constructeurs de machines natives en 4.0 pour aller se développer à l'export avec quelles mesures d'accompagnement? Enfin, sacré combat quand même. Hein. On rappelle 3 800 000 entreprises françaises, 225 000 exportatrices. Et je parle pas seulement des industriels évidemment. Hein. Voilà, donc c'est ça aussi. C'est l'autre. Non, mais tu as parfaitement raison. On est super bon. Quand on voit les entreprises qui sont là, on a un niveau qui est superbe, on a tous notre écosystème, on a un écosystème de start-up. Petite taille. Alors, non, mais attends, on est super bon, mais petite taille. Est-ce que la taille réduite des entreprises est aujourd'hui un frein, et notamment des entreprises industrielles françaises, est un frein à l'adoption de ces nouvelles technologies? Alors déjà, dans nos technologies, enfin nous, on le voit bien, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à marier la compétence de grosses sociétés comme les nôtres avec des startups et avec des sociétés de taille plus petite. Et c'est cette combinaison des deux qui est super intéressante. Après, les constructeurs de machines, effectivement, il faut les aider. Basculer franchement une machine de 3 en 4.0, c'est simple, c'est rapide, c'est pas cher. Et on a parlé des aides financières gouvernement-région, mais il y a un truc qui est fabuleux. Il y a des gens qui font un boulot incroyable, c'est la BPI. Nicolas Dufour et son équipe, mais ils ont changé la vie de l'industrie. Et ce qu'on préconise, nous, dans la filière machine, c'est effectivement qu'on ait des starter packages de bascule très rapides en jumeaux numériques des constructeurs de machines. Ça doit être simple, rapide, pas cher. Et ça l'est.
Ébric, taille réduite, alors tu parlais de la mise à l'échelle chez les très grands, mais les petits, et on sait qu'elle est très fragmentée hein, aujourd'hui, notre industrie. Est-ce que ça, c'est un frein à l'adoption des technologies disruptes? Alors, effectivement, enfin, on parle d'accompagnement de cette filière, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de formation, il y a un devoir d'accompagnement en travers de compétences venant notamment de grands industriels pour mettre à disposition la technologie, éduquer et aider ce personnel justement à l'intégrer dès la conception et accélérer justement sur la mise à l'échelle et la proposition de valeur. Et ça, c'est un point extrêmement important. On a ce devoir-là en tant qu'industriel pour avoir développé les technologies, mais également toute une filière à former au travers de différents vecteurs pour s'assurer que demain, cette industrie puisse être performante en France parce qu'elle est effectivement extrêmement impactante dans la performance de l'industrie française. Et au travers je dirais, des financements où on a su avoir une vraie capillarité des aides et les investisseurs sont aux côtés justement de ces entreprises, on a un volet compétences humains qu'on se doit aussi d'accompagner pour mettre à niveau cette filière. Dont on va parler dans la deuxième partie de cette table ronde. Juste sur cette question de taille, Philippe, comment est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu constates ou pas? Oui, mais c'est une question. Le point important, c'est l'export. Mais c'est lié. L'export et la taille, c'est lié. Est-ce qu'on a confiance en nous? Oui, mais vous avez plein de petites boîtes du Mittelstand allemand qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. Non, mais ce n'est pas des petites boîtes, Philippe. Mittelstand, ils font 25, 30, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce pas des petites boîtes, le Mittelstand. Oui. Eh oui. Et donc là, tu peux payer le commercial qui va aller passer de la prospection 3 semaines, 1 mois et demi, ce que tu as beaucoup plus de mal à faire quand vous êtes 10 dans une ligne de production en Ardèche. Alors, ceci dit, moi je pense aussi qu'il y a, quand on parle software, il y a 2 parties du software. Il y a le jumeau numérique de la ligne qu'il faut pouvoir offrir et qu'il faut pouvoir maintenir d'ailleurs, parce que c'est au fur et à mesure des évolutions, il faut pouvoir changer et avoir tous les processus de changement du jumeau numérique, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui. Mais vous avez aussi le software de la machine. Et là, lorsque vous demandez aux constructeurs de machines, dans n'importe quel pays, ils vous disent, sur les 10 prochains ingénieurs de développement que je vais embaucher dans les années à venir, 7 ou 8 en software. Donc ce n'est plus des mécaniciens, un petit peu d'électriciens, automaticiens, mais c'est surtout le métier d'automaticien avec le software qu'il va y avoir sur la machine, quel que soit le type que ce soit un PLC, un motion controller, que ce soit un frequency converter, mais c'est ça. Et puis ensuite, le software de la ligne complète, ce sont ces métiers-là qui vraiment percent aujourd'hui et qu'il faut qu'on soutienne. Et là-dessus, moi je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, bon, tu as commencé, donc je vais dire un petit peu de... Colle ton micro à ton menton, Philippe. On est super bon. L'Allemagne n'est pas super bonne en software. C'est pas dans le mindset. Et là, je pense que nous, on a... Tu sais qu'ils s'appellent eux-mêmes, parce qu'ils ont quand même eu un certain regard sur eux-mêmes, la Fax République. Ils le savent parfaitement, ce que tu viens de dire. Hein. Voilà. Donc, et Angela, alors quand il y avait... Donc à Hannover-Messe, cette fois-ci, ça va être à nouveau... en personne, avec physique. Mais les 2 dernières fois, avant les 2 dernières fois où c'était plutôt remote, quand Angela Merkel venait, elle les apostrophait. Elle leur disait le software. Et je pense que nous, on a des sociétés en France et le mindset de l'ingénieur français, je pense, est plus propice à ce développement-là. On a un accompagnement des startups depuis plusieurs années qui est exceptionnel. Et ça, c'est vraiment le point fort de la France. Tu as entièrement raison. Hein. Ah non, mais c'est formidable, on prend un bain d'enthousiasme là, extraordinaire. Stéphane, mais j'adore, Vincent. continue. Va sur le salon, oui, mais c'est incroyable. Il y a 2 ans, on avait moitié moins de startups sur le salon. Ouais. Question des compétences. Elle est centrale et dans la dernière partie de... Est-ce qu'on a là, pas le frein ultime, sans doute le plus important, on est au cœur ici de l'espace des Golden Tech, on voit ces concours passionnant autour des métiers. Comment est-ce que tu adresses ce sujet? Tout à l'heure, la table ronde précédente, on avait 2 entreprises industrielles qui en gros disaient, Fanuc, le leader mondial des robots, Zeiss, qui disait c'est à nous de la faire cette formation, c'est à nous de prendre en main en fait l'ensemble de ce sujet. Comment est-ce que tu regardes ça, Vincent?
Il y a la formation initiale et il y a la formation continue. C'est vraiment deux approches différentes. Sur la formation initiale, on a des ingénieurs de qualité, on a des techniciens de qualité. Il faut leur donner envie d'aller dans l'industrie. Aujourd'hui, quand on voit des ingénieurs qui vont dans la banque, dans l'assurance, mais je leur dis, mais n'y allez pas, vous allez vous embêter. C'est pénible, enfin vraiment, venez dans l'industrie. C'est répétitif. Eh oui, dans l'industrie, au niveau du digital, on a accès... Ça se coud parfois aussi un petit peu quand même. On a accès à toute la panoplie des outils digitaux. C'est absolument incroyable. Ils peuvent s'éclater dans l'industrie. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas savoir. Donc il faut vraiment dire que l'industrie, c'est sexy. Et on le pense vraiment, et grâce au digital, on doit changer l'image de l'industrie. Ce qui est super aussi, c'est que les industries, elles sont où? Elles sont au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'on est capable de créer des emplois au milieu de nulle part, à des niveaux de salaire relativement élevés. On parle de pouvoir d'achat, on parle d'emploi. L'industrie, c'est la solution, vraiment. Troisième point, effectivement, la formation continue. Mais on a des techniciens de production d'une extrême qualité, on a des ingénieurs d'une extrême qualité. Eh bien, on a des technologies de 4.0 pour les lignes de production. Au niveau de la formation, on a également des outils de formation 4.0. Et c'est d'autant plus facile que le jumeau numérique, il existe. Donc, on reprend ce jumeau numérique de la machine, de la ligne de production, et on intègre des technologies 4.0. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le site du Gimellec, qui est une sorte de Wikipédia du 4.0. On travaille par poste de travail. Chaque poste de travail, on voit les technologies 4.0 qu'on retrouve en face de ce poste de travail. Et derrière, on déroule sur les formations gratuites, en ligne ou payantes, disponibles chez tel ou tel fournisseur. Et on va aller dans l'année prochaine sur un deuxième niveau pour permettre effectivement aux gens qui travaillent dans l'industrie de s'auto-former de manière rapide et intéressante. Et ça, c'est pas... Comment dire j'ai le mot passé célèbre de carabistouille qui me trotte dans la tête. Non, c'est-à-dire que, et alors très très sérieusement, il y a ce discours ambiant général que, en fait, les technologies disruptent, ne mettront personne à la porte, que celui qui a l'habitude de travailler sur une machine depuis 15 ans, il va pouvoir s'adapter à la modernisation de la machine sur laquelle il travaille. Oui. Aymeric, oui. Non, vous êtes catégorique. Alors vas-y, Aymeric. Mais moi, je vais être convaincu là-dessus. Je pense que tout à table, au sein des usines, on a dû mener ce type de transformation et on a des exemples très très concrets. Donc c'est vraiment la courbe, gérer la courbe du changement. Donc il y a évidemment une forme de déni quand on apporte une nouvelle technologie de certains opérateurs pour remettre en cause l'approche. Dès lors qu'on la met en œuvre, il y a effectivement après une peur quant à se dire est-ce que je vais avoir la capacité de monter en compétence pour demain assurer. Et après, on a vraiment une notion d'engagement, c'est-à-dire une fois qu'ils se sont appropriés la technologie, ils deviennent force de proposition. Et donc, on a cette possibilité d'accompagner et de faire grandir les opérateurs qui deviennent eux-mêmes promoteurs de ces technologies. Et sur un parc comme en France, qui est un parc existant, qui a un certain âge, lorsqu'on va venir le digitaliser, le moderniser, on a la capacité à embarquer les opérateurs. Et donc, ce n'est pas destructeur d'emplois, bien au contraire, ça fait monter en compétences, ça vient amener des nouveaux sujets d'usage. Et après, évidemment, il y a des créations d'emplois sur de nouveaux métiers. On parle de data manager, on parle de pilotes sur les AGV. Donc, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Mais pour l'opérateur, effectivement, il y a un confort dans l'apport de nouvelles technologies. On parle beaucoup notamment de robots qui ne sont plus les robots qu'on trouvait dans les cages, mais qui vont être aux côtés de l'opérateur, qui vont lui simplifier la vie, lui apporter du confort et le permettre de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée qui le font monter en compétences. Donc c'est une courbe du changement, il y a beaucoup de communication à mener, mais néanmoins c'est un projet positif et on ne détruit pas d'emplois avec ces technologies. Il y a Est-ce que tu peux donner une échéance de temps sur cette courbe de changement entre le moment où vous commencez à moderniser un parc de machines sur une ligne industrielle et le moment où les choses vont tourner de manière satisfaisante pour tous? Chaque situation est différente. Chaque situation est différente. Mais un exemple très concret, on a une usine au Vaudreuil qui a été un flagship pour Schneider, on en a beaucoup parlé, où on a une usine de 1975 avec effectivement une percée du digital extrêmement faible et on l'a effectivement modernisé et on a géré cette courbe de changement sur une année auprès des opérateurs pour s'approprier. Et finalement, le bilan est extrêmement positif et aujourd'hui, comme je disais, ils sont plutôt force de proposition et on a des nouveaux cas d'usage qu'on met en œuvre en ce moment même. Mais je dirais que chaque entreprise a sa culture au changement et c'est extrêmement
difficile de se positionner. Mais ce n'est pas des projets de longue haleine. On n'est pas sur des cycles de 5 à 10 ans. Clairement, non. Ça se fait sur un temps court. Si en revenant sur cette notion jumeau numérique, si vous avez un jumeau numérique 3D que vous pouvez simuler, vous pouvez faire les revues au pied de la machine de problèmes sur le jumeau numérique 3D. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, si je suis un opérateur de production de 50 balais, est-ce que je vais être capable de le faire sur parce que sur un tableau, sur un smartboard, vous allez pouvoir faire glisser des choses, coller des photos, écrire 2-3 mots, et hop, ça c'est directement, et visualiser tout sur le jumeau numérique. C'est beaucoup plus simple. Parce que... Stéphane, on va même gérer ta pénibilité au travail. On va faire attention à ton dos en virtuel. Mais quand je suis avec vous, c'est pénibilité zéro, les amis. C'est que du bonheur. C'est de la joie. Vas-y, continue. Donc le jumeau numérique facilite la communication. Parce qu'au lieu de regarder des tables, des choses qui sont parfois en anglais, etc., vous voyez tout de suite la machine, vous voyez tout de suite le problème, vous pouvez coller, vous pouvez annoter. Ouais. Et ça passe directement après dans le système. C'est vraiment, c'est immédiat et c'est simple. Je reste avec... Oui, vas-y. Il y a une dernière chose peut-être que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un changement un peu des métiers parce qu'effectivement, on va avoir besoin de plus en plus d'ingénieurs système. C'est-à-dire que lorsque vous concevez une machine ou une ligne de machine, vous le concevez comme un système. Vous décrivez sa mission, vous décrivez ses fonctions avant même de commencer à... Et ça, c'est passionnant. Et ça, c'est le cas dans l'aéronautique depuis 10 ans, 15 ans. Et ça arrive maintenant. Ça arrive. Toutes les sociétés avec qui ils nous disaient, c'est pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils nous disaient, c'est pas pour nous, c'est encore... non, maintenant, ce sont des sujets absolument actuels. Et ça change quoi dans l'acquisition des compétences? Ça implique quoi comme compétences, ces systèmes, par rapport à ce que pouvait être la formation des ingénieurs ou des opérateurs il y a quelques années? Mais on a beaucoup d'ingénieurs systèmes qui sortent des écoles françaises. Et on est bon là-dessus. On est bon. Et cet esprit global, toute discipline de l'ingénieur, pas que la partie mécanique ou pas que la partie électrique ou la partie électronique ou la partie software, parce que c'est tout ça, ce sont ces 4-là qu'il nous faut intégrer. Dans une approche système, ça vient naturellement. Et puis, si je peux dire quelque chose des solutions qu'on démontre dans le stand juste à côté. Non, c'est pas le lieu. Voilà. Donc on ne le dira pas, mais on facilite ça énormément. C'est pas le lieu. Et alors, d'autant que, juste pour tempérer un petit peu l'enthousiasme merveilleux de cette table ronde, tu me disais quand même quand on discutait ensemble, moi je voudrais être sûr que tout ça soit solide, tout ce qu'on se dit là, parce qu'on est quand même dans un pays où il n'y a pas très longtemps, on disait qu'il fallait taxer les robots. Je ne l'ai pas entendu. Alors c'était... Oui, ça se dit un peu moins. Mais enfin, on avait quand même effectivement un candidat à l'élection à la présidence de la République en 2017 qui a fait campagne sur le fait de taxer les robots. Si on fait ça, c'est totalement contre-productif puisque l'automatisation et notamment la partie robotisation, c'est la condition sine qua non pour rapatrier, pour garder nos usines et pour les rapatrier. Donc, le digital et l'automation encore plus poussée pour pouvoir répondre à une demande plus spécialisée, plus pointue, plus personnelle, c'est ça la clé. Et donc, il faut que... Ça serait génial si tout le monde arrivait à ce constat commun et qu'on puisse marcher tous ensemble de ce pas-là. Tu dis une usine qui reste, c'est une usine digitale. C'est une usine assez automatisée, voire très automatisée, flexible, pas super performante en production, mais super flexible, qui sera capable à terme de se reconfigurer en partie elle-même et qui fait partie d'une chaîne de production globale ou nationale ou régionale qui peut elle-même se reconfigurer. Donc cette notion de flexibilité, c'est incroyable. On était dans quelque chose, dans des lignes très rigides, on faisait des runs pendant je ne sais pas combien de temps avec les mêmes produits. Maintenant, il faut changer les produits tout le temps. Donc l'efficacité de la machine se mesure quasiment, en oubliant la qualité, se mesure quasiment au temps d'arrêt de la machine pour faire les changements de produits. C'est ça. Exactement. Vincent, une usine qui reste, c'est une usine
Digital, connecté. Ah, c'est sûr. Ce Et qui puis- peut apparaître encore comme assez contre-intuitif hein, dans le discours public, on va le dire comme ça. Dans la destruction d'emplois, c'est pas le robot, c'est l'usine qui disparaît. C'est ça. Ça, c'est clair, ça, c'est ça. redoutable. C'est ça. Et aujourd'hui, non seulement, enfin, on l'a vu, c'est ça qui est génial en 2021, 175 nouveaux sites de production en France, on n'avait jamais vu ça. On en détruisait 400 par an. On double les investissements dans l'industrie, on n'avait jamais vu ça. Donc non, c'est un mouvement de fond. Je pense que tout le travail qui a été mis en place commence à porter ses fruits, mais on n'en est qu'au début. Et je voudrais rajouter, effectivement, on a parlé de flexibilité, on a parlé de digital, et je pense qu'il faut parler aussi d'une entreprise qui va être durable. Et Je bien pense qu'on sûr, le il voit faut dans parler de carbone. Les changements de process, hein, on parle d'électrification des fours, on parle effectivement de sujets où on voit des industriels qui s'adaptent sur ces sujets. C'est devenu maintenant en haut de l'agenda un point à considérer. Donc la nouvelle technologie, évidemment, elle permet d'atteindre ces niveaux de performance, mais il y a aussi une réflexion de fond sur l'impact de cette industrie sur son écosystème et plus globalement sur la planète. Et la notion de durabilité, elle fait vraiment partie prenante des réflexions. Et la dimension carbone est aujourd'hui systématique dans la réflexion en termes d'économie de ressources. Combien de matières j'ai besoin? Quelle va être ma consommation énergétique? Comment je peux la réduire? Comment je peux challenger ces sujets? Et ça fait partie de la réflexion et elle s'intègre pleinement dans la partie digitale qui est un contributeur pour maîtriser justement ces impacts. Tu veux rajouter quelque chose, Ouais. Philippe? Pourquoi ces usines sont indispensables? Parce qu'elles ne sont pas dans les grandes villes. Quand on parle de réindustrialisation, des petites villes de 3 000, 5 000, 10 000 habitants qui ont perdu leur usine. C'est dramatique. C'est dramatique. Vous n'allez pas implanter un grand centre financier, vous allez réimplanter potentiellement une usine. Donc moi, j'ai vécu dans une partie de mon enfance dans une petite sous-préfecture de la Nièvre où il y avait une usine qui mourait. Eh ben, j'ai vu la population passer de 5 000 à 3 000 habitants. Et en ayant des usines locales dans les petites villes très automatisées et avec les jumeaux numériques et durables, mais pourquoi tout le monde n'essaye pas de faire ça? Parce que c'est là qu'on va revitaliser le tissu français et c'est là où on rattrapera peut-être une partie du retard avec l'Allemagne. L'Allemagne qui est fédérale, donc il y avait une compétition entre les régions dès le départ. Donc mais c'est incroyable. En Allemagne, vous avez des headquarters de sociétés qui font 2000 personnes dans un village où il y a 1000 personnes. Il faut arriver à ça, il faut revenir à ça. Et ça, c'est par l'industrie. Juste pour revenir à ce que tu disais, Aymeric, la question de l'énergie, tout à coup, là, elle est devenue au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait à travers le carbone, à travers le durable, et ça pouvait apparaître, pardon de le dire comme ça, hein, mais je pense, ça pouvait apparaître comme, oui, ok, on aura toujours le temps de s'en occuper. Là, la facture d'électricité, ce qu'on appelle le signal prix, il est violent. Violent, ouais. Très violent, et il va rester violent, aucun doute là-dessus. Vous avez vu les dernières déclarations du patron de l'autorité de sûreté nucléaire hier. Rien n'indique que nos réacteurs fonctionneront correctement l'hiver prochain, bien au contraire. Donc là aussi, il y a sans doute un moteur important pour aller vers la modernisation industrielle. Effectivement, je pense que, comme tu dis, le signal prix, et on a malheureusement des forecasts qui ne sont pas très positifs quant à la production, notamment du bandeau nucléaire, qui était quand même un atout de compétitivité pour la France en termes de prix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur les schémas industriels, sur notamment les notions de flexibilité. Pour les process qui sont très consommateurs, il peut y avoir parfois des appels auprès de ces industriels de s'effacer, moyennant une rétribution. Donc c'est des nouveaux modèles parce qu'il va falloir penser aussi à la flexibilité sur l'outil de production, comment on peut l'arrêter facilement, de façon extrêmement rapide. Donc ça amène à repenser ce modèle. Et après, sur des industries qui ont une structure coût où l'énergie peut représenter 60-70%, je pense notamment au papetier, c'est extrêmement impactant d'avoir un coût de l'énergie qui est en augmentation de 40 à 50%. Donc effectivement, il faut penser à des usines qui sont moins énergivores, à des procédés de production, si possible, locales en termes d'énergie, pour avoir effectivement des notions qu'on ne connaît
que très peu sur le territoire français. On a une grille qui est résiliente, qui produit, on a peu de coupures. Il y a des marchés comme les États-Unis, typiquement, qui sont assujettis à des coupures extrêmement fréquentes. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, mais qui, au regard de la production, pourrait devenir une réalité. Et ce point, il est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'il va falloir encore une fois s'adapter. On parle d'un électron qui potentiellement n'arrivera pas jusqu'à l'usine, et ça amène effectivement des réflexions sur les architectures. Et là, encore une fois, les modèles et l'outil digital aidera effectivement à se préparer à ces potentiels impacts. Vincent, un mot là-dessus, sur cette urgence énergétique qui va imposer des systèmes qui, comme le disait Aymeric même, communiquent quasiment en temps réel avec RTE sur des dispositifs d'effacement, d'arrêt de ligne et des choses comme ça. C'est sans doute une motivation supplémentaire pour investir. Absolument, mais je pense que les industriels ont déjà fait un énorme travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des usines qui sont propres, qui polluent très peu. Enfin, l'industrie s'est transformée en 10 ans. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Avant, une ligne de production, elle consommait autant en fonctionnement qu'à l'arrêt. Bon, c'était des choses aberrantes, on ne se posait même pas la question. Bon, maintenant, c'est des choses qu'on prend en compte, voire on est capable d'aller jusqu'au bilan carbone par produit qui sort de l'usine. On a des outils logiciels qui permettent de maîtriser ça. Donc c'est vraiment rentré dans la culture. Je pense qu'il y a un vrai sentiment qui a été pris en compte par les industriels. Moi, je suis extrêmement confiant. Après, le gros problème, c'était pour les industries fortes consommatrices d'énergie, l'industrie lourde, où là, effectivement, le choc a été brutal ces derniers mois. Et je pense qu'il y a eu une bonne réaction, aussi bien des industriels que de l'État, et on a pu passer ce moment difficile. Oui, Philippe. Peut-être une note d'espoir. On est bien là en termes d'espoir. Encore une autre, une supplémentaire. Ce choc énergétique va pousser les industriels à soit faire un rétrofit des machines, soit acheter de nouvelles machines. Tout à fait. Et là, on va avoir un saut qui peut être quantique vers des choses beaucoup plus durables et beaucoup plus, bien entendu, numériques. Efficaces, modernes, etc. Mais ce qui nous amène, juste en conclusion, parce que c'est ça aussi le cœur du truc, il nous reste 2 minutes, autour des compétences. C'est-à-dire, tu ne m'as pas vraiment répondu. C'est aux entreprises de saisir le truc. Elles ont aujourd'hui les capacités d'ouvrir elles-mêmes leur centre de formation d'apprentis. Elles peuvent développer l'ensemble des dispositifs aujourd'hui qui amènent les jeunes au cœur de l'industrie. Il faut qu'elles s'en saisissent. C'est un travail de profession. C'est toute la profession qui doit se bouger, comme on a su se bouger il y a 10 ans. Et il a fallu effectivement une inertie. Il y a eu une inertie forte, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça commence à bouger depuis 2 ans. Là, même chose, sur la formation, il y a vraiment plusieurs choses. Il y a la formation elle-même, mais il y a aussi, encore une fois, l'attractivité de l'industrie. Moi, je reviens là-dessus. L'industrie, c'est sympa, c'est sexy. Le digital, c'est aussi un moyen de consommer moins d'énergie. Et le digital, ça change complètement la vie dans l'industrie. Et les jeunes peuvent vraiment s'éclater, basculer. Un opérateur de production, basculer sur du digital, mais c'est vachement simple. C'est le contraire qui est difficile. On lui dit, tiens, retourne faire du développement en C. Là, il va pleurer. Aymeric, d'accord. Je pense que c'est la punchline, l'industrie c'est sexy. C'est ça la punchline. Non, mais au-delà de ça, il y a un cercle vertueux sur une digitalisation qui peut permettre d'attirer aussi un nouveau public jeune vers l'industrie, qui aime cette vie digitale et qui a envie de continuer à participer à cette vie digitale. Exactement. L'industrie devient très attractive pour ces jeunes talents parce qu'on a des métiers qu'on ne retrouvait pas avant, comme j'étais le data manager, c'est de nouveaux métiers. Ils sont aujourd'hui au sein de l'industrie et on peut proposer ce type de challenge maintenant dans ces industries et ils sont ravis de les saisir. Il faut qu'on soit attractif et il faut qu'on attire ces talents. C'est extrêmement important. Merci messieurs, merci pour tout ça et merci de nous avoir accordé votre attention.